Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale où je me suis téléporté chez mon voisin Merej, voilà, pour faire cette vidéo qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Une vidéo spéciale Brian De Palma, une vidéo qui sera assez longue, tellement longue qu'on va la diviser à mon avis en 2 ou 3 parties. On ne sait pas encore combien de temps le tout va durer au moment où on démarre l'émission, mais en tout cas on avait envie de faire une immense rétrospective sur toute l'œuvre de Brian De Palma qui a réalisé 30 films au total. Et donc voilà, on va y aller progressivement avec donc la découverte de tous ces films. On va voir tous ces films en revue, toute sa filmographie et apporter nos points de vue sur chacun des films, un petit peu d'analyse, des anecdotes, des coulisses de tournage, etc. Et donc voilà, donc j'ai simplement envie de te dire bonjour, bienvenue dans cette émission où on est chez toi. Et exactement, on s'est téléporté dans mon salon pour une fois. Et on va parler donc de De Palma qui est mon réalisateur préféré. Moi c'est mon réal préféré, je vais t'expliquer pourquoi tiens, si tu veux. Alors vas-y. Et alors moi avant que tu m'expliques pourquoi, je vais juste donner comme ça. Je vais jeter comme ça mes 3 meilleurs films de Brian De Palma, mes 3 films préférés de Brian De Palma, qui sont L'Impasse, Blowout et Les Incorruptibles. Voilà. Mais vas-y, explique-moi pourquoi Brian, pour toi c'est The Master. Attends, je vais répondre aussi à la question. Les 3 meilleurs. Oui. Alors les 3 meilleurs, objectivement, le meilleur film de Brian De Palma pour moi, celui qui est intouchable à tous les niveaux, c'est Blowout. C'est un chef-d'œuvre absolu, le fond, la forme. Enfin voilà, on peut pas faire mieux. Mais je pense que mon préféré, à moi personnellement, c'est L'Impasse. Ouais. Ah bah on se rejoint. Et je dirais que Mission Impossible, c'est complètement incroyable. C'est un film qui est complètement sous-estimé et limite qui s'est fait bâcher au début. Alors que moi, pour moi, limite, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, vraiment, je trouve ce film incroyable. Et formellement, c'est un de ses plus aboutis. Techniquement, enfin voilà, il a les meilleures techos du monde. C'est donc. Il avait tous les moyens. La flamboyance, quoi, vraiment. Bah, tu nous expliqueras ça, dans la deuxième partie ou troisième partie. Et De Palma, donc, c'est mon réalisateur préféré. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Parce que t'aurais dû le dire au début, ça. Mais c'est vrai, mais tu pourras le mettre au début. C'est parce que moi, je suis comme je te disais, je suis pas vraiment un cinéphile, je suis un cinéphage. Je suis un mec qui va j'ai tendance à dire que j'aime autant Stanley Kubrick que Jean-Claude Van Damme. Et qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si tu mangeais au McDo et que tu mangeais ses Fauchons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux peuvent être agréables. Et c'est pas parce que j'adore Fauchon que je vais toujours manger chez Fauchon tous les jours. Et du coup, je suis un mec un petit peu vulgaire. Je suis un mec un petit peu, voilà, j'aime un petit peu le sang, j'aime un petit peu la violence, j'aime un petit peu la série B, tous les trucs un peu déviants, on va dire comme ça. Je suis un peu conspirationniste, voilà. J'aime bien ce genre d'univers. Et quand j'étais petit, mon premier traumatisme, c'est Psychose. Ah bah. Ouais. C'est-à-dire, j'ai 8 ans, je suis en Afrique. J'ai mes grands-parents qui regardent Psychose et puis j'ai ce truc-là à vie qui m'a le plus. Enfin voilà, j'ai peur, mais je peux plus. Je suis terrorisé. Pour moi, terrorisé. Non mais Psychose, c'est le film qui me fait le plus peur au monde. Et en fait, à la base, j'étais un fan hardcore de Hitchcock. Tu vois, Hitchcock. Et puis un jour, je découvre De Palma, tu vois. Ah bah là. Un jour, je découvre De Palma et là, j'ouvre la boîte de Pandore, quoi. Mais je l'ai découvert un peu sur le tard. Je l'ai découvert, j'avais 18 ans, tu vois. J'avais pas forcément vu tous ces trucs-là. Et il n'est pas réputé, tu vois, pour être un des meilleurs. C'est-à-dire les meilleurs, c'est Spielberg, c'est Scorsese. On dit jamais De Palma, on en parle, tu vois, quand même. Mais vite fait, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors merde, quoi, il a fait un nombre de chefs-d'œuvre. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour le réhabiliter, Brian. Par quoi on pourrait commencer sur Brian De Palma, par sa jeunesse? Il est né où? En quelle année? D'où il vient? Qui est-il? Alors, tu veux commencer ou je commence? Alors vas-y, commence si tu veux. Eh bien écoute, De Palma, il est né déjà, alors ça c'est le premier truc incroyable pour moi, parce que c'est quand même un cinéaste qui est adepte du complot, qui aime bien le conspirationnisme, etc. Il est quand même né le 11 septembre 1940. Donc c'est quand même assez incroyable. Il était précurseur de la conspiration. Tu vois, il est déjà né un jour où de toute façon, le jour de son anniversaire, il est obligé de s'en rappeler, donc je trouve ça assez marrant. Et il a grandi dans une famille assez conservatrice, on va dire, à Philadelphie. Ouais. Ah, je croyais que c'était New York, tu vois. Non, c'était à Philadelphie. Et justement, Philadelphie, c'est une ville, voilà, je te dis, un petit peu cul serré, surtout à l'époque, on va dire ça. Et quand De Palma arrive, s'inscrit à la fac de cinéma et découvre New York, en fait, il découvre un monde
incroyable. Lui, dans une interview, je me rappelle, il dit qu'avant son arrivée à New York, il n'avait jamais vu un juif ou un noir quasiment. Et que là, il arrive et que c'est foisonnant, la culture partout, les gens, en plus à l'époque, c'est la révolution à tous les niveaux, c'est-à-dire que déjà les Noirs, la parole des Noirs commence à se libérer, c'est la révolution de la femme, c'est tout un tas de drogues incroyables qu'il expérimente et qu'il découvre par la même occasion, c'est le théâtre engagé partout, c'est aussi la fin d'une ère, c'est la fin de ses maîtres un peu à lui, à De Palma, la fin un peu d'Hitchcock qui commence, la fin de Billy Wilder, enfin voilà, de tous ces... Et lui, il arrive à ce moment-là, il arrive en plein Nouvelle Hollywood, en fait. Plein Nouvelle Hollywood. 60, révolution sexuelle, et libération. Et il dit que c'est une révolution pour lui, que vraiment ça le transforme. Et que non seulement ça le transforme, parce que ça change radicalement son point de vue sur la vie. Lui qui avait une vision très étriquée des choses, il se rend compte que le monde, c'est complètement autre chose. Et donc c'est comme une naissance, on va dire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur son environnement familial ? Il a des frères, et il y a notamment un frère dont tu voulais nous parler justement qui... Oui, alors je ne suis pas expert sur la vie de Palma, je me suis un peu renseigné, effectivement. Son frère qui s'appelle, je crois, Bruce De Palma, il me semble, est un scientifique, un génie, quelqu'un qui est vraiment très 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 brillant, et sa famille le met sur un piédestal, limite il ne faut pas lui parler parce qu'il réfléchit, et donc ce frère devient, au bout de quelques années, part complètement en vrille, crée une secte quasiment, je crois, et donc explose en plein vol, on va dire. Et pourquoi je voulais parler de ce frère ? Parce que on peut y voir, on peut voir dans la filmographie de De Palma tout un tas une imagerie parfois de sœurs toxiques, de frères toxiques, etc. Par exemple dans Sisters, etc. Et puis très souvent aussi ces personnages explosent en plein vol, c'est-à-dire qu'ils sont mis sur un piédestal, comme son frère, comme par exemple Tom Hanks dans Le Bûcher des Vanités, ou plein d'autres personnages, et Scarface, Tony Montana, tout le monde. Ouais. Et très souvent, et même dans Fury, les personnages littéralement explosent. Oui. Cassavetes. Voilà, Cassavetes. Attention, évidemment, on va spoiler tous les films de Brian De Palma, donc désolé pour ceux qui ne connaissent pas toute sa filmographie, mais bon, c'est le but de la vidéo, c'est Quand tu auras vraiment un spoiler majeur, je préviendrai peut-être un petit peu. On fera un petit, un petit spoiler alerte alors. Et alors moi, il y a aussi une autre, on va dire, anecdote assez croustillante sur Brian De Palma que j'ai découverte assez récemment, et en fait qui concerne, pareil, son environnement familial. En fait, quand il était jeune, sa mère soupçonnait son mari, le père de Brian De Palma, d'avoir une liaison, ok ? Et elle en parle à son fils, et son fils décide de mettre sur écoute son père. Donc déjà, il y a un petit côté conversation secrète à la Coppola qui naît dans l'esprit de Brian De Palma. Et malheureusement, ça échoue, et donc il décide de prendre un appareil photo et d'aller carrément suivre son père en mode détective privé, et de le prendre en flagrant délit d'adultère. Et ça, c'est assez énorme comme anecdote, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve carrément dans Blowout, avec le copain de Nancy Allen dans Blowout, qui a pour métier d'être une sorte de détective privé un peu louche, qui prend des clichés d'hommes assez puissants ayant des relations, d'adultère, quoi. Et puis il y a tout un tas de personnages dans d'autres films de De Palma qui sont photographes. Je sais pas, Banderas dans Femme Fatale, De Niro dans I'm Home, etc. Tout un tas de personnages qui photographient, qui regardent, même le personnage de Body Double. Enfin, tu vois, ça revient extrêmement souvent. Le voyeurisme, se planquer pour prendre des photos, etc. Oui, oui. Ah oui, bah voilà, ça par exemple, oui. Les photos aussi, juste l'élément pictural, photographique, aussi est présent dans beaucoup de films, c'est assez intéressant.
Bah, exactement, et c'est de là où est peut-être né, oui, enfin en tout cas à participer à nourrir toute cette thématique de voyeurisme qui se voit à travers beaucoup de ses films, quoi. C'est vraiment un des thèmes majeurs de son cinéma. Bah, complètement, enfin on peut même limite le résumer à ça quasiment, enfin c'est et puis il y a une vraie mise en abîme en plus, je trouve. Puisque de toute façon le fait d'aller au cinéma, c'est se retrouver en position de voyeur et d'être assis aussi devant une fenêtre quelque part. Donc enfin moi ça me fait rire. D'ailleurs Brian De Palma quand même, c'est le premier bien avant Tarantino. C'est le premier recycleur en fait, on peut dire, d'une certaine façon. Oui. Le mec qui pioche vraiment dès ses premiers courts-métrages, qui pioche vraiment dans les œuvres qu'il a aimées, et puis qui quasiment plan par plan, parfois ou séquence par séquence déjà s'inspire d'œuvres ultérieures. Mais lui, comparé à Tarantino, et c'est ça qui est incroyable, il s'inspire en fait que d'une seule personne quasiment. Enfin, il s'inspire, on va dire, de plusieurs réalisateurs, mais il utilise uniquement la grammaire cinématographique de Hitchcock. Ouais. C'est celle en fait qui l'intègre, qu'il essaye de comprendre, et puis il s'en sert pour s'exprimer. Donc il ne refait pas ce que fait Hitchcock, il se sert juste de son langage pour lui raconter notre histoire. Voilà, pour aller plus loin. Et il ne s'en cache pas du tout. Ah oui, non, au contraire, lui, il se revendique totalement de ça. Et d'ailleurs, il l'a souvent dit, il emmerde les critiques qui l'accusent de faire du plagiat ou de faire du pompage d'Alfred Hitchcock. Lui, ce qu'il a toujours dit, c'est que pour lui, c'était son maître et c'était une façon de dialoguer avec lui. De revisiter en fait les films d'Hitchcock, comme on aura l'occasion d'y revenir, mais comme avec Obsession, on peut le voir aussi comme un dialogue entre lui et son maître, et de prendre, d'ailleurs on en parlait dernièrement là, d'une scène qu'il y a dans Pulsion, où il refait exactement la scène du musée qu'il y a dans Vertigo. Exactement. Mais il va plus loin. Il donne le contre-champ, c'est ce que tu me disais. Oui. Ça c'est intéressant. Ouais, dans Vertigo, tu restes toujours de dos. De dos, voilà. Tu vois le chignon, etc. Puis le rapport avec le tableau. Et puis dans Pulsion, au contraire, hop, oui, tu as le contre-champ sur son visage, sur ses mains, sur son attente. C'est comme si, il prenait une idée et puis il essayait de l'étirer, de l'étirer. Et ça, c'est une idée très théâtrale. Moi, en fait, à la base, excuse-moi, je suis comédien. Et j'ai fait vraiment beaucoup de théâtre dans ma vie. Et De Palma aussi, en fait. Et d'ailleurs, alors excuse-moi, je regarde, oui, il a fait ses études à l'Université de Columbia et le Sarah Lawrence College. Donc ils sont censés apprendre le cinéma. Et en fait, il explique que c'était pas du tout des écoles de cinéma. En fait, c'était des écoles de théâtre, quoi, quasiment. Et que, en fait, pour apprendre le cinéma, c'était juste des discussions entre personnes. Mais voilà, il a une sensibilité très 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 théâtrale et j'en parlerai plus en profondeur, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver surtout dans ses premières œuvres. Et il y a plein d'éléments très très intéressants que je t'exposerai, je pense, qui t'intéresseront aussi tout à l'heure. Mais alors juste pour terminer sur Hitchcock, et puis de toute façon on y reviendra forcément après au fur et à mesure des films, mais ce que lui il se défendait aussi de l'idée du plagiat en disant que ce qu'il essayait aussi de faire, c'était de prendre, comme tu dis, la grammaire d'Alfred Hitchcock, de reprendre des éléments des scènes de films cultes de Hitchcock, des éléments même de décor, et d'y apporter un autre point de vue. Et lui, Brian De Palma, c'est vraiment le maître du point de vue, de la multiplication des points de vue. C'est ce qu'il adore faire, et c'est ce qu'il a voulu faire aussi à travers les films d'Hitchcock qu'il a vraiment adoré, comme Sueur froide ou Psychose. Écoute, on va démarrer avec son tout premier film qu'il a tourné en quelle année, donc après avoir fait des études, évidemment il a fait des courts-métrages, on va pas forcément revenir là-dessus, mais il a fait 3 ou 4 courts-métrages en noir et blanc dans les années 60. Je crois, il y en a que 2 qui sont sortis, qui sont disponibles, il me semble. Et des courts-métrages qui ont été primés, qui ont été remarqués et qui déjà s'inspiraient de Hiroshima mon amour, du 7e saut, etc. Il y avait déjà de la référence dedans. Il a gagné, je crois, un prix avec son premier court-métrage.
Je crois que le prix des plus jeunes du meilleur court-métrage de moins de 25 ans. De moins de 25 ans, exactement. Au Modern Art Museum, au MoMA, je crois, ou un truc comme ça. Je ne savais pas, mais probablement. Ouais, je crois que c'était ça. Bon, à vérifier. En tout cas, voilà, il tourne donc son premier film qui s'appelle Wedding Party. Ouais. Avec un acteur qu'on connaît un peu, quoi, qui s'appelle Robert De Niro. Effectivement, c'est le premier rôle à l'écran de Robert De Niro. Et oui, parce que les gens pensent souvent que c'est Martin Scorsese qui a découvert Robert De Niro, alors que pas du tout, c'est Brian De Palma qui a découvert cet acteur pour son premier film. Voilà, il faisait un casting, et puis il y a Robert De Niro qui était très timide, mais très bon, et donc il l'a pris pour son film, et après il tournera avec lui encore trois autres films pendant fin des années 60, début 70. Deux autres films. Deux autres films, et pour finalement le récupérer dans Les Incorruptibles. Dans Les Incorruptibles, voilà, exactement. Ils n'ont pas travaillé beaucoup. Tant que ça, ouais. Mais ils ont travaillé, en tout cas, au tout début, effectivement. De Niro est même pas majeur, en fait, pour The Wedding Party, donc c'est même pas lui qui signe son contrat. C'est sa famille, et en fait, c'est vraiment De Palma qui veut l'imposer parce qu'il trouve son improvisation incroyable. Alors, de quoi parle The Wedding Party? Qu'est-ce que c'est que ce film? Comment ça s'inscrit dans la filmographie de Brian De Palma pour toi? Alors déjà, c'est pas un vrai film. En vérité, c'est un film de fin d'études. D'accord. Et c'est pas un vrai film de Palma parce que c'est co-réalisé par De Palma, par son professeur de théâtre et son mentor Wilford Leach, et par Cynthia Monroe qui écrit le scénario aussi. Mais alors, de quoi parle The Wedding Party? Est-ce que tu sais? Tout est dans le titre. En fait, c'est un peu, c'est assez classique. Hein. C'est une unité de lieu. C'est donc la fête avant le mariage. Donc c'est un jeune homme qui doit se marier et qui a très peur de se marier. Et donc se marier à deux amis. Donc un qui est joué par William Findlay. Donc voilà, qu'on retrouve dès le début de sa filmographie, en fait, et qui va le suivre tout au long de sa filmo. On reviendra sur lui. Pour information, William Findlay, c'est celui qui joue dans Phantom of the Paradise. Voilà, donc qui a le masque sur le visage, donc le fantôme. Voilà. Et qui joue dans excessivement de films de Brian De Palma. Ouais. Et puis l'autre, c'est donc le jeune Robert De Niro. Et en fait, ces deux amis vont lui pourrir la vie pendant tout le week-end pour essayer de le convaincre de ne pas se marier, qu'il fait une erreur. Et en fait, ils vont arriver à le convaincre. Voilà. Et alors, est-ce que dans ce film, on peut déjà déceler quelques thématiques propres à Brian De Palma, ou certaines obsessions, ou alors c'est vraiment le film de fin d'études où le réalisateur se cherche encore et il n'y a pas forcément un style très identifiable? Alors, il y a quand même des choses assez intéressantes dans le film. Déjà, on peut voir qu'il est extrêmement influencé par la Nouvelle Vague. Tu vois, par Truffaut, etc., ouais. par leur expérimentation, par exemple, tu sais, de faire des jump cuts, par exemple, tu sais, une conversation qui normalement se passe à un seul endroit, va se passer à 6 endroits différents, alors que les phrases sont censées se répondre. Tu vois, ce genre de petit effet un petit peu particulier, typiquement Nouvelle Vague, ça, il va vraiment l'intégrer dans son cinéma. On voit aussi qu'il adore le cinéma muet, parce qu'il y a excessivement de scènes où il n'y a que de la musique et pas du tout de bruitage. Il y a aussi beaucoup de plans qui sont accélérés, notamment à la fin où tu as les deux amis qui poursuivent le marié qui veut s'enfuir avec un vélo, tu sais, avec une grosse roue comme à l'ancienne, et c'est tout en accéléré sur des dunes en noir et blanc, limite Buster Keaton. C'est assez marrant. Il y a beaucoup de choses expérimentales comme ça. À un moment donné, tous les convives sont autour d'une table, et au lieu de faire un panneau comme ça pour suivre une conversation, en fait, il va faire des coupes à chaque fois, des choses qu'on ne fait normalement jamais, sur un personnage qui se retourne vers l'autre et qui donne une information, et voilà, il va faire des petits cuts comme ça tout le temps, tout plein comme ça de décalage entre l'image et le son, et puis aussi un plan très intéressant, on va dire l'ancêtre du split screen. C'est un plan qui ressemble un peu à une BD, où en fait on voit le marié qui est un peu en mode penseur de Rodin, tu sais, qui est assis, il est figé lui, et puis il y a deux petites bulles, tu vois, comme des bulles de BD, comme s'il pensait à deux possibilités. Une possibilité, je crois, où il se marie, et puis où c'est l'enfer, et puis une autre où il se jette sous une voiture et il se fait écraser, enfin il essaye mais ça échoue. Et c'est pas simultané, mais c'est
l'un après l'autre, tu vois. Mais déjà, il y a cette idée d'image dans l'image, de cadre et de deux actions simultanées. Alors c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma dès que, j'ai envie de dire, le film a été finalisé. Bah non, c'est un film de fin d'études, il n'était pas forcément censé être diffusé. Être diffusé, être distribué. Mais il a après été diffusé... peut-être je crois 5 ou 6 ans plus tard, en fait, quand il a commencé à avoir il a du été succès. tourné en 64 et je crois qu'il a eu une première sortie en 69 après le petit buzz qu'a pu faire Greetings et I Mom, etc. Voilà, c'est ça. Et donc, parce qu'il y avait De Niro et je crois que je crois que c'était plus parce que c'était le fait qu'il y avait De Niro dedans plus que ça soit parce que c'était De Palma à l'époque. Peut-être. Donc voilà, premier film. Maintenant on passe au deuxième film. Alors attends, parce que je voulais ajouter un dernier petit truc sur The Wedding Party qui est quand même hyper intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre séquence très intéressante, 2 autres séquences même. Ouais. Donc tu as une séquence un peu de cauchemar comme ça, très drôle, où tu as la nana, donc la mariée et lui, le marié qui sont dans l'intimité. Et la femme commence à lui dire de façon très frontale, ouais mais tu sais je te ferai à manger à telle heure et puis ensuite on ira se coucher à cette heure là et puis je te dirai toujours la même chose et puis toi tu me regarderas plus, et puis elle commence à détruire le mariage comme ça au fur et à mesure, et ça c'est très intéressant. Et le truc vraiment alors typiquement de Palmien, alors là en plus c'est très mal fait parce que c'est une incruste assez dégueulasse sur l'image, mais il a fait une fausse fenêtre, tu vois, donc vraiment le truc en 4, tu vois, où il filme comme s'il était derrière une fenêtre, un moment d'intimité limite sensuelle avec le couple, tu vois ce que je veux dire. Il fait des chants contre chants, et quand il change de contre chant, il remet une fenêtre, tu vois ce que je veux dire. Et on est déjà, et uniquement pour une scène d'intimité comme ça, uniquement pour ce truc-là, et là on est déjà dans le voyeurisme, derrière la fenêtre, en train d'épier des gens qui normalement ne sont pas censés nous voir, etc., etc. Et donc oui, pour répondre à ta question du début, on commence quand même à sentir des petites obsessions de palmesque. Ouais. Eh ben écoute, passons au deuxième film si tu veux bien. Mais je veux bien. Donc deuxième film, c'est un film qui s'appelle Meurtre à la mode, et donc qui a été réalisé en 1968, l'année où l'année où Stanley Kubrick a réalisé 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, ça n'a aucun rapport, mais en tout cas, c'était cette année-là. Alors, Meurtre à la mode, c'est un film qui est évidemment en noir et blanc. C'est un thriller, on va dire, expérimental, puisque c'est un film qui va nous raconter le meurtre d'une nana sous 3 points de vue différents. C'est ça. Et avec 3 approches cinématographiques différentes. Qu'est-ce qu'on pouvait y voir comme style de réalisation différente dans ce film ? Eh ben, écoute, non. Est-ce qu'on sent déjà un peu du Hitchcock ? Alors, on sent complètement du Hitchcock. D'entrée de jeu, j'ai envie de dire, puisque ça commence par un générique qui est formé de Polaroid. Et donc ça fait très soul bass, très générique d'Hitchcock, puisque Hitchcock avait lui des génériques très 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 souvent. Puis ça synthétise un peu l'idée du film. Enfin voilà, et ça déjà c'est très De Palmien, on va dire. Après, il filme une blonde. On peut dire que c'est quand même une blonde. L'imagerie de la blonde des films d'Alfred Hitchcock. Ouais. Voilà, c'est quand même un peu ça. Mais alors en revanche, je trouve moi que c'est plus qu'un Hitchcock là pour moi. Enfin, je sais pas comment l'ont perçu les gens à l'époque, mais c'est quand même plus un extraterrestre, quoi. Parce que le pitch du film, c'est quand même un peu parce qu'il essaye de te faire croire un peu que c'est vrai au début. Il y a une séquence qu'on a vue dans le Dahlia Noir aussi, je sais pas si tu te rappelles. Je crois que c'est De Palma au début qui fait passer le casting à une fille, il lui pose des questions. Oui. Vois, et la fille lui répond, et je crois que c'est De Palma qui parle, il me semble. Oui, je crois que c'est lui. Ouais, et ce truc-là, donc de mise en abîme, donc je te fais passer un casting et je te filme, et jusqu'où tu peux aller pour moi, est-ce que tu peux te déshabiller pour la caméra, etc., etc. C'est quand même De Palma qui se met en scène
Et il prend pas le bon rôle. Et d'ailleurs, dans Dahlia Noire non plus, il prend pas le bon rôle, puisque c'est à partir de là qu'on repère le Dahlia Noire pour la tuer, etc. Et donc c'est assez particulier aussi à ce niveau-là, j'ai trouvé. Meurtre à la mode, voilà, bon, c'est pas un film que j'ai adoré, mais la dernière partie du film, c'est celle qui m'a le plus accroché. Et là où ça m'a aussi bien plu, c'est qu'on retrouve tout le côté voyeuriste du réalisateur, surtout dans les scènes où en fait l'un des personnages planque une caméra dans un placard qui est au-dessus du lit. Ouais. Voilà, au-dessus du lit, et il fait un trou dans le plafond et pour filmer une femme dans un lit. Donc là, on a à la fois, on va dire, le top shot, le plan en plongée à la Hitchcock, tu sais, et le voyeurisme de Palma. Donc tout ça réuni finalement dans un même film. Donc ça, c'est intéressant. Mais sinon, voilà, c'est pas l'un de ses premiers films qui m'a vraiment interpellé. Voilà. Voilà, alors il faut dire un petit truc aussi, c'est que De Palma a été excessivement marqué par l'assassinat de JFK. Ah oui, alors ça, oui. C'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. Il le dit lui-même, il dit que c'est un élément fondateur pour lui. Et ce qui s'est passé avec JFK, évidemment, à l'époque, c'est qu'il y avait un film qui avait été tourné, qui n'est pas sorti tout de suite. Il y avait tout un tas de théories sur ce film. Et puis quand il est sorti, tout le monde a commencé à regarder, à décortiquer chaque image de la tête de Kennedy qui prenait 1 ou 2 balles, ou etc., etc. Et du coup, De Palma dit en fait que plus on a d'éléments sur un événement, et en fait moins c'est clair, et plus on s'embourbe et plus c'est compliqué, finalement plus il y a de théories et plus il y a d'ambiguïté, et plus il y a d'ambiguïté. Et en fait il dit il a complètement raison, on peut approcher qu'une partie de la vérité et jamais la vérité absolue. Et finalement c'est ce qu'il commence à faire ici dans ce film, c'est-à-dire que c'est très voilà, le point de vue. Pour arriver à une vérité, en fait, on a plein de points de vue sur cette vérité, et c'est au spectateur de reconstruire, en fait, un peu celle qu'il a envie de reconstruire. Mais je veux dire, cet élément-là, qu'on retrouve dans excessivement de films, hein, je pense encore à Femme Fatale ou Blowout, tu sais, quand on coupe les petites choses, etc., c'est vraiment quelque chose qui est directement qui a influencé énormément, qui est influencé par l'assassinat de JFK, et le fameux film de Abraham Zapruder, quoi, c'est ça, qui a filmé l'assassinat et qui a été ensuite décortiqué. Exactement. Et donc JFK et cet assassinat, c'est partout dans sa filmo, en fait. Ouais. Voilà. Snake Eyes aussi. Complètement. Le fait de revoir un assassinat. Et d'ailleurs, c'est aussi à cause, ou grâce à cet événement et à ce film d'Abraham Zapruder qui n'est en vérité qu'un plan séquence. Un plan séquence de l'assassinat de Kennedy. Il n'y a même pas de, comment te dire, il n'y a pas de chant contre chant. C'est vraiment un plan continu et on ne voit on n'a qu'un seul point de vue. Et c'est ça qu'il va aussi vouloir, c'est ça aussi qu'il va vouloir explorer dans ses futurs films. C'est vraiment le plan séquence. Pour être vraiment en plan de vue subjectif et d'essayer de choper d'essayer de capter la vérité, en fait. C'est ce qu'il dit. Il dit que le montage ne fait que tricher et n'est que mensonge. D'ailleurs, il répondait à la fameuse phrase de Godard, qui disait que le cinéma, c'est 24 images. Non, c'est 24 c'est 24 fois la vérité. Voilà, c'est 24 fois la vérité par seconde. Et lui a toujours dit non, c'est pas vrai. Le cinéma, c'est 24 fois le mensonge par seconde. Ouais, c'est ça. Et justement, en voulant utiliser le plan séquence, c'est ce qu'il a toujours essayé de rechercher, de capter la vérité, parce que là, il n'y a pas de tricherie pour couper avec du montage, etc. Et dans un plan séquence, tu peux choper quelque chose de très réel. Et donc, on parle de JFK, et ça nous amène au 3e film, où là, carrément, il va aborder le sujet. Sauf si tu avais encore d'autres choses à dire sur Meurtre à la mode. Non, sur Meurtre à la mode, je voulais quand même dire, oui, un dernier petit truc. Je trouvais que quand même, ça faisait, parmi toute la bande de potes qui fréquentent à l'époque, qui commence à se faire... la fameuse bande. La fameuse bande, tu vas qui est composée de Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg. Voilà, lui... Il fait quand même un peu office de vilain petit canard, quoi. Le mec, il arrive, c'est quand même limite un snuff movie où il y a des meufs à poil, c'est pas très Spielbergien, voilà, du sang, des trucs, c'est très très bizarre. Et
Et voilà, il a cette image déjà qui commence à lui coller de je vais faire des films de genre, des films un peu vulgaires, des films un peu d'horreur. Voilà, il est dans une mouvance beaucoup plus sombre, vulgaire et violente que ses amis. C'est clair. Et donc ça nous amène à son troisième film qui s'appelle Greetings avec un certain Robert De Niro. Et qui nous raconte, donc là on est en 1968 encore, on est en 1968, d'accord. Ouais. Et donc là ça nous raconte l'histoire de personnages qui refusent d'aller à la guerre du Vietnam, parce que donc Brian De Palma était totalement anti-guerre du Vietnam. Donc là on est dans une sorte de pamphlet, on est dans une sorte de comédie, Greetings, ouais. Où on a donc des personnages qui refusent qui essayent d'être réformés. C'est ça. Et donc vont essayer tous les stratagèmes possibles pour ne pas participer à la guerre du Vietnam. Voilà, donc ils y vont il y en a, enfin voilà, c'est de pire en pire. Je crois qu'il y en a un au début qui rentre dans un bar avec des noirs et puis il les insulte tous de nègres pour se faire défoncer exprès. Il y en a un autre qui... Alors, évidemment, les personnages sont névrosés, hein. Ils ont des défauts, et donc en fait, ils exacerbent leurs défauts. Et alors, il y en a un, par exemple, qui va être complètement, justement, conspirationniste et obnubilé, justement, comme tu disais, par l'assassinat de JFK. Ouais. Donc, il y en a un qui va prétendre vouloir tuer que des Viettes. Ouais, je vais y aller, je vais tuer des Viettes, je vais tous les tuer. Enfin, voilà, c'est que des choses comme ça. Ils essayent de se fatiguer, ils essayent de pas dormir pendant des jours, enfin comme beaucoup de jeunes essayaient de faire à l'époque pour resquiller. Et d'ailleurs De Palma n'est pas allé au Vietnam, hein. Non. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a toujours, il a esquivé aussi, hein. Ah bah non, parce que il l'a toujours dit, hein. Ça pour lui, ça n'avait aucun sens d'aller faire cette guerre et que. Oui, je voulais dire, je sais pas pourquoi, comment il a fait pour y échapper. Je crois que j'avais lu ça quelque part. Je crois que il a joué la carte du malade mental, hein. Un truc comme ça, hein. C'est marrant parce que finalement, les premiers films de Brian De Palma, c'est quand même beaucoup de comédie. On est beaucoup dans l'humour parce que là, c'est un pamphlet anti-guerre du Vietnam, mais il reviendra sur la guerre du Vietnam dans les années 80 avec Outrage, où là, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, là. C'est vrai, complètement. C'est assez drôle, effectivement. C'est drôle. Moi, je me suis marré, hein. Donc oui, le mec, il est tellement conspirationniste, spoiler, pardon, que en fait, il se jette d'un pont et il meurt, quoi. Enfin, il se fait tuer par sa propre conspiration. Et puis il est là en train d'agrandir un plan. Tu sais, une photo, et puis il agrandit une photo, et puis une photo d'une photo, et puis au bout d'un moment, il se retrouve sur un pixel blanc, et puis il fait, tu vois, le tueur, il est là, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il commence par essayer de resquiller le service, et puis au fur et à mesure, en fait, tu t'attardes que sur leur psychose, et tu t'aperçois que De Niro, c'est un voyeur qui filme encore une fois des nanas à poil. Ouais. Et d'ailleurs, la fin du film, on spoil ou pas ? Ah vas-y, allez, on peut spoiler. Spoiler, hein, on l'avait dit, spoiler alerte. La fin du film est complètement incroyable, c'est-à-dire que du coup ils n'arrivent pas du tout à se faire réformer parce qu'on dit tu veux tuer des Viettes, bah vas-y. Ah bah t'es un malade mental, c'est pas grave, vas-y viens. Donc ils y vont tous. Et du coup De Niro il se retrouve au Vietnam, mais il est toujours complètement frappadingue, il veut toujours filmer des nanas à poil avec sa caméra. Et donc à un moment donné t'as un journaliste qui arrive pour l'interviewer sur les conditions du Vietnam, et puis t'as genre derrière des soldats qui sont en train d'exploser des trucs avec une nana toute seule, un peu comme dans Outrage, qui commence à se faire emmerder un petit peu. Et en fait t'as De Niro qui arrive, qui chope la meuf, et puis hop, qui l'assoit sur une chaise, et puis qui lui fait vas-y, mets-toi un peu plus à gauche, mets-toi un peu plus à droite, ouais, souris. Et puis il refait une scène qu'il avait déjà fait avec un modèle. Et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'est pour le coup une fin complètement terrifiante. Enfin, j'ai trouvé très très marquante. Et c'est le premier film de Palma aussi où t'as une direction artistique hyper cohérente. Par exemple, je sais pas, JFK, tu vois, la conspiration, dans tous les coins du cadre, tu vas avoir un bouquin qui va te parler de ça, un truc qui va être posé, qui va te rappeler. Enfin, il commence vraiment à harmoniser son image. Et alors, est-ce que ce film a eu du succès ? Est-ce que ça a été un des premiers succès de Brian De Palma ? Oui, il a obtenu l'Ours d'argent à Berlin. Ouais. Et en 69, je crois. Et du coup, ça l'a un peu propulsé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti Wedding Party.
D'accord, oui, aussi, oui. je pense. Voilà. Oui, oui, c'est la suite de ce film. Ouais, Ah oui, là, complètement. Là, il est en plus, voilà, là c'est son premier. Enfin voilà, c'est quand même un vrai film. Et puis parce que même voilà, Meurtre à la mode, c'est un tout petit film. Là, il commence à avoir un petit peu plus d'argent, un petit peu plus d'expérience. Et voilà, ça commence à porter ses fruits, quoi. Son style commence à naître encore et à s'affirmer encore de plus en plus. Alors, on va attaquer le film suivant. Alors, est-ce que son film suivant, c'est I, Mom ou alors c'est Dionysus in 69? Ouais, Dionysus in 69. On va passer rapidement. On va passer rapidement sur celui-là pour ensuite enchaîner sur celui-là. Voilà. Alors, Dionysus in 69, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas vraiment un film, hein, c'est une pièce de théâtre qui a été filmée. Et donc, la pièce de théâtre était conceptuelle. Il se passait beaucoup de choses sur scène et il se passait beaucoup de choses chez les spectateurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as les acteurs qui venaient faire des choses avec le spectateur. Donc, tu avais à la fois un point de vue sur la scène et à la fois, il fallait regarder un petit peu partout. Et donc, De Palma s'est pris la tête pour savoir comment il allait réaliser ce truc-là. Et puis, au bout d'un moment, il s'est dit, on va mettre 2 caméras, on va filmer et les acteurs et les spectateurs. Et puis, je vais diviser l'écran en 2. Et puis, je vais montrer les 2 à la fois. Donc, c'est vraiment... il s'est pas dit, voilà, il n'a pas commencé le film en disant on va faire un split screen. Il savait pas du tout, hein. Il l'a inventé comme ça. Et donc c'est sa plus grande marque de fabrique. C'est vraiment le truc le plus reconnaissable quand on voit un split screen, c'est-à-dire voilà, une image coupée en 2, je sais pas, vraiment une montagne et puis voilà, un immeuble. Et voilà, ça fait vraiment tout de suite De Palma. D'ailleurs, Tarantino reprend aussi cette idée très souvent dans ses films, notamment dans Kill Bill, où il remet carrément les musiques de Palma aussi. Enfin, c'est assez marrant. Et donc là, vraiment. On va pas parler du film plus que ça, d'ailleurs je m'en rappelle plus, de la pièce, mais voilà, en tout cas c'est ce qui lui a donné l'idée de faire le split, et à partir de ce moment là il va réutiliser cette idée la première fois dans Sisters et après un petit peu partout dans sa filmo. Dionysus in 69. Ensuite on passe au film qui s'appelle Hi Mom, toujours avec Robert De Niro. C'est vrai. Donc c'est son 3e film, hein. Complètement. 3e film avec Robert De Niro, où on reste toujours dans la comédie et avec un personnage qui ressemble quand même énormément à celui de Greetings, de son film précédent, je trouve. Oui, un petit peu le même farfadet qui veut draguer des nanas. Qui veut filmer des nanas à poil. Ouais, c'est vrai. Finalement, ça a toujours été le fantasme de Brian, ça. En fait, filmer ce qu'il a réussi à faire au cinéma, c'est ce qu'il n'avait pas réussi à faire dans la vraie vie, sûrement. Moi, je trouve que c'est son film le plus autobiographique, I, Mom, en fait, parce que ça raconte vraiment l'histoire d'un mec qui arrive à New York, qui est là, qui s'installe, qui essaye de faire du cinéma, qui essaye d'aller gratter les producteurs pour avoir de la thune, qui commence à filmer, qui commence à devenir voyeur, et puis qui rencontre le théâtre, qui rencontre tout un tas d'artistes subversifs, etc. Et puis qui à la fin dit Hi Mom. Voilà, il veut juste la reconnaissance de sa mère. Spoiler alert, le titre du film prend tout son sens à la dernière réplique de. Voilà, donc c'est vraiment un film. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment sa situation à lui, quoi. Je trouve que De Niro peut très bien être vu comme un jeune De Palma. Et c'est intéressant à ce niveau-là. Ah oui, j'ai pas dit aussi le montage. C'est Paul Hirsch qui fait le montage. Ah oui, Paul Hirsch. Voilà. Et c'est Paul Hirsch qui fait le montage. Et c'est la première fois que c'est Paul Hirsch qui fait le montage. Mais il va travailler avec De Palma pendant très 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 longtemps. Et donc c'est un film quand même formellement aussi qui commence à vraiment... c'est du vrai cinéma là pour le coup. Il y a beaucoup de plans qui sont très bien étudiés. Ça commence encore une fois par un générique avec des fenêtres donc à la Saul Bass. On a des références directes à Fenêtre sur cour. Oui, totalement. Avec la caméra et puis les différentes fenêtres. Enfin, c'est quasiment le même scénario au départ. Et c'est aussi beaucoup... parce qu'on a Robert De Niro qui espionne une nana depuis sa fenêtre en la filmant. Voilà. Qui va draguer après, et puis il réutilise l'idée de Dionysos qu'il réinjecte dans son film avec tout le théâtre subversif, la condition des Noirs américains à la fin. Enfin, il baigne encore dans un cinéma aux notes contestataires. Et puis voilà, il y va quand même, il écrase quand même beaucoup de choses. C'est un film très dur quand même, malgré sa comédie.
Paul Hirsch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le monteur de George Lucas sur Star Wars. Celui qui a sauvé Star Wars, donc. Voilà, oui, parce qu'il y a eu plusieurs monteurs, notamment même sa femme, Marcia Lucas, qui a participé. Mais d'ailleurs, pour rester sur Star Wars, il y a quand même une anecdote croustillante par rapport à Brian De Palma là-dessus. C'est que c'est Brian De Palma qui a soufflé l'idée à George Lucas de mettre un texte déroulant en prologue de son film pour que les spectateurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Parce que quand il avait fait une première projection de Star Wars à tous ses potes, George Lucas à l'époque, avec Spielberg, Coppola, Scorsese et De Palma, De Palma était allé le voir, il avait dit franchement mec, on ne comprend rien à ton film là, on ne comprend pas le contexte, on est perdu quoi. Il faudrait écrire un texte déroulant qui explique aux spectateurs tout le contexte et les personnages. Et d'ailleurs, je crois, mais c'est à vérifier, mais je crois, et c'est ce que j'avais entendu dans une interview de Palma, je crois que c'est lui-même qui a rédigé le texte déroulant du premier Star Wars quand même. Il l'a réécrit en tout cas. Voilà, oui, il l'a réécrit. Ouais. Pour que ça soit plus clair. Voilà, c'est ça. Donc non, mais c'est quand même dingue. Ouais. Est-ce qu'on peut cataloguer Brian De Palma comme un anarchiste ou un communiste, un révolutionnaire Ouais, en tout cas anti-système, il a pas l'air d'aimer foncièrement le gouvernement américain. Anti-système, et pourtant il va plonger tête baissée en plein dans le système hollywoodien. Mais c'est un paradoxe pour lui, effectivement. Voilà, quelques années plus tard. Lui veut faire des films d'auteur, mais avec les moyens d'Hollywood, parce que en fait c'est ça qu'il préfère. Donc voilà, Hi Mom. Ensuite, on passe à un autre film que je n'ai pas vu de Brian De Palma et qui s'appelle, je crois, Get to Know Your Rabbit, c'est ça ? Exactement. Et que tu n'as pas en DVD, mais qu'est-ce que c'est que ce... Tu as tous les films de Palma sauf Get to Know Your Rabbit. Ouais. Mais parce que je crois qu'il est déjà, il est un peu introuvable, je crois. Alors, je l'ai vu passer sur le net une fois, mais je l'ai pas pris, dommage. Ouais. En fait, déjà c'est un film Warner, donc c'est son premier film de studio. Voilà. Donc ça veut dire que tout son talent là, ça a vraiment payé. Et là, la Warner fait bon, ok, toi, viens ici, tu vas travailler pour nous, etc., etc. Il se fait draguer un peu, il y croit. On est en 72. En 72. Ouais. Et il y croit à mort. Et en fait, il se fait virer. Il se fait virer, ouais. On fait des reshots. On monte le film sans lui. Et il découvrira le film un an plus tard ou un truc comme ça, limite en tant que spectateur, quoi. Il découvrira son film. Voilà. Et il se sent évidemment trahi. Il a l'impression qu'on lui a volé son travail. Et voilà, il aime pas ce film, je crois particulièrement. C'est une expérience assez traumatisante pour lui, où il va commencer à se dire pour travailler à Hollywood, il faut pas seulement être un conteur, il faut aussi savoir parler aux gens, négocier, être un petit chef d'entreprise. Et d'ailleurs, il le dit, si t'es pas ça, tu peux pas y arriver. En fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il est allé à Hollywood. Enfin, tiens, voilà, il est là le film. Ouais. Sister, sœur de sang. Mais d'ailleurs il est allé il a déménagé à Hollywood pour faire ce fameux film dont il s'est fait totalement déposséder, Get to Know Your Rabbit, mais c'est là qu'il a rencontré une certaine actrice qui s'appelle Margot Kidder qui joue Lois Lane dans le Superman de 78 de Richard Donner. Et cette fameuse Margot Kidder, ça va devenir sa petite amie. Ça va devenir sa petite amie, ça c'est le petit instant gala voici de la vidéo. Voilà, c'est bien. Mais donc elle était en coloc avec une autre actrice qui s'appelle, je ne sais plus. Peut-être tu as son nom ? Non. Bref, donc il sympathise avec elle, avec Margot Kidder, et il va lui offrir un rôle dans son prochain film, donc qui est Sœur de sang, un thriller fortement inspiré aussi, encore une fois, de Alfred Hitchcock, mais tu vas nous en dire un peu plus. Ah oui, là c'est carrément, c'est 100% Hitchcockien. En plus, on a le générique là vraiment à la Hitchcock, à la soul bass au début. En plus, on a la musique de Bernard Herrmann. Voilà, il bénéficie de Bernard Herrmann, le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock. Donc là, j'ose pas imaginer à quel point, lui étant fan absolu du maître, il a dû jouir dans son pantalon. Je pense que c'était un rêve concrétisé là, vraiment. Et donc là, ce qui fait aussi l'atmosphère d'un film, c'est beaucoup la musique. Donc là, on est quand même vraiment... en fait, je vais juste faire une petite parenthèse, mais moi, dans l'histoire de l'art, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un artiste s'inspirer à mort d'un autre autant que ça. Tu pourras le couper si tu veux. Hein. Sauf, pour les connaisseurs, Tyler, the Creator, qui est un chanteur, là, dernièrement, et qui fait exactement du copier-coller de Pharrell Williams.
C'est-à-dire qu'il chante pareil que lui, il fait les mêmes instrus, il essaye vraiment de pomper Pharrell, et à tel point qu'il a même invité Pharrell sur ses albums. Enfin, c'est unique dans l'histoire, je trouve, d'avoir un clone comme ça un petit peu. C'est assez marrant. Voilà, tu l'enlèveras. Non, moi j'enlève rien. Moi. Je te laisse assumer tout ça. Alors Sisters, c'est 2 ans, hein, c'est 1972 et le montage. Je crois que c'était en 1974. Je crois pas, ou alors j'ai fait une erreur, mais il me semble pas. Le montage, c'est Paul Hirsch. Encore une fois. Et pour moi, c'est son premier chef-d'œuvre. Hein. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable. Là, je l'ai revu il y a quelques jours, j'ai trouvé ça incroyable. Alors déjà, c'est un film qui a une atmosphère incroyable, qui est parfaitement monté, et on commence à voir la première utilisation du split screen. C'est un film qui est complètement Hitchcockien parce que, comme dans Psychose, en fait, on te fait croire qu'il y a un protagoniste et puis en fait il se fait tuer et on te dit ah ben non, en fait c'est l'autre meuf que tu as vu au début qui est le héros du film, qui est l'héroïne du film. Donc ça c'est complètement Psychose. Et il y a d'ailleurs aussi cette figure du double, de la duplicité. Qui vient de Psychose et qui réutilise ici dans Sœurs de sang, enfin là totalement, puisque évidemment c'est 2 sœurs. Bon, j'allais y venir, mais oui, parfaitement. Voilà, c'est ça. Non, parce que ça, c'est vraiment une figure qui va réexploiter très souvent dans son cinéma, encore plus limite même qu'Alfred Hitchcock. La duplicité des personnages, quoi. La figure du bien et du mal, notamment dans L'Esprit de Caïn ou même Body Double. Enfin bon. Complètement. Et donc, l'intérêt du film, encore une fois, c'est un film un peu fantastique, un petit peu horrifique. D'ailleurs, la musique de Bernard Herrmann est très particulière, je te la recommande parce qu'elle est Hitchcockienne, mais en même temps, elle fait un peu science-fiction parfois, c'est assez intéressant. Et puis, c'est un film qui fait un petit peu penser à Cronenberg aussi par rapport, tu sais, à la chair, aux cicatrices qu'on peut voir. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça, très charnel. Oui, parce qu'on rappelle vite fait l'histoire. De quoi ça parle, voilà, Sœurs de sang, si tu peux résumer. Sœurs de sang, en fait, ça parle de 2 sœurs qui étaient donc siamoises et qu'on a séparées. À la naissance Non, on les a pas séparées à la naissance. Elles ont vécu longtemps comme ça. Ouais. Et puis, arrivées adultes, on fait une opération et puis hop, on les sépare. Et a priori, on a une qui est un petit peu ingénue et l'autre qui est un petit peu maléfique. Une des 2 sœurs, la gentille, qui drague un noir américain, elle l'emmène dans son appartement, et puis elle couche avec lui, et puis le lendemain, il se fait tuer par la sœur maléfique. Mais en fait, il se fait tuer en split screen, et de l'autre côté du split screen, c'est l'immeuble d'en face, et on voit la véritable héroïne du film voir le meurtre, ensuite aller voir les flics, essayer de convaincre les flics d'aller dans l'appartement. Il y a eu un meurtre, elle essaie de rétablir la vérité, c'est elle au final qui mène l'enquête, et comme dans Psychose d'ailleurs. Et qu'est-ce qui leur arrive ? Alors là, je suis obligé de spoiler. Sans spoiler la fin, mais en gros, quel est l'enjeu du film ? Je suis obligé de spoiler pour l'enjeu du film en fait. Mais... Bon vas-y, c'est pas grave. Je vais spoiler. Cette vidéo de toute façon est destinée aux aficionados. Non, en fait le spoil c'est celui de Psychose, c'est-à-dire qu'en fait il y a pas 2 sœurs parce qu'il y en a une qui est morte juste après l'opération et qu'en fait elle est complètement secouée et qu'elle a les 2 personnalités et donc tu as effectivement beaucoup de scènes qui se passent derrière un mur où tu as l'impression qu'il y a des conversations avec les 2 mais en fait on les voit jamais, on voit qu'une ombre où on entend la voix comme la voix de la mère dans Psychose d'ailleurs. Et donc c'est décalcomanie de Psychose un peu sur le. En tout cas, ce sont les premiers pas de Brian De Palma vraiment sur les terres de son maître Alfred Hitchcock, vraiment très reconnaissable, on va dire. Complètement. Et d'ailleurs, Alfred Hitchcock a eu vent parce qu'il était encore vivant. Alfred Hitchcock à cette époque-là, il a eu vent de ce jeune réalisateur qui démarrait, qui avait l'air un petit peu de plagier sa grammaire cinématographique. Et donc pour l'anecdote, les 2 réalisateurs ne se sont jamais rencontrés. Voilà. Et Brian De Palma a toujours dit j'ai jamais voulu justement le rencontrer parce que j'avais envie de garder en moi l'image de ce maître absolu que j'avais de lui et j'avais pas envie de l'égratigner en voyant qui il était vraiment quoi. Moi j'ai une anecdote racontée par De Palma. Vas-y. Où il dit qu'en fait un jour il a pas dit qui c'était mais il y a un réalisateur et Hitchcock qui discutent. Et en fait, Hitchcock, il parle de Palma, tu vois. Ouais. Et Hitchcock, et l'autre, il parle à Hitchcock, il fait non, mais Alfred, it's an hommage. Et Hitchcock a répondu no, it's a fromage.
En français. En français. Ouais, fromage. Ah d'accord. Il raconte ça en étant mort de rire, mais voilà, apparemment il n'était pas forcément fan du travail de Palma. Ah ouais, il n'était pas fier d'avoir fait des émules, on va dire. Je sais pas. On sait pas. On sait pas, mais en tout cas, ça reste dans le flou. De Palma n'a pas l'air d'y croire. Ouais. Et alors une dernière chose sur Sisters aussi, c'est que c'est donc la première collaboration avec le producteur Edward R. Pressman, voilà, et qui va produire d'autres films. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où ça va être qualitatif. Et donc son prochain film, ce sera le fameux Phantom of the Paradise que tu as là en Blu-ray. Hop là. Phantom of the Paradise, qui est donc une relecture du fantôme de l'opéra, mais version rock. Alors je vais être un petit peu plus précis que toi. Alors vas-y. Parce que c'est à la fois c'est à la fois Faust, c'est-à-dire quelqu'un qui signe un pacte avec le diable. Oui. C'est à la fois le fantôme de l'opéra, donc à savoir un fantôme qui commet un meurtre pour qu'une cantatrice puisse chanter, etc. Et c'est à la fois le portrait de Dorian Gray, puisqu'on a le personnage de Swan qui à la fin vieillit, il doit se mettre un masque sur la tête, etc. etc. Donc c'est une relecture de ces trois histoires pour moi. Et alors la particularité de Phantom of the Paradise, c'est que finalement c'est un film qui répond un petit peu à son film précédent Get to Know Your Rabbit, enfin en tout cas l'expérience qu'il a eue sur ce film, de se faire un peu déposséder de son œuvre, parce que finalement l'histoire c'est totalement ça, c'est un chanteur qui se fait déposséder c'est ça. De son œuvre par un producteur véreux, on va dire, joué donc par... Paul Williams. Paul Williams, voilà. Qui fait également la musique du film et qui chante. Voilà. Donc en fait, c'est Paul Williams qui se vole sa propre musique. Oui, c'est quand même assez bon quand on le sait. Et eh bien, c'est un film qui a eu énormément de succès à l'époque. Ouais. On est en 75, je crois. Il a gagné le prix... 74. 74. Il a gagné le prix du meilleur film au Festival d'Avoriaz, du film fantastique. Meilleur film fantastique, je crois que il a gagné 2 prix. Brian De Palma au Festival d'Avoriaz. Celui-là et l'autre, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel c'est. Ça me dit rien. Je me demande si je suis pas spécialiste en récompense. Je me demande si c'est Passeur de sang ou alors non, ou alors c'est plutôt Carrie. C'est plutôt Carrie. Mais bon, en tout cas, voilà, il a gagné un prix, il a eu énormément de succès. C'est un film, donc c'est une comédie musicale noire. Ouais. C'est un pamphlet contre Hollywood et contre ce qu'il a vécu, comme tu disais. Mais voilà. Et puis c'est aussi un film très visionnaire. Ça, c'est lui qui le dit. Encore une fois, c'est pas moi, parce que c'est un film en fait qui commence à comprendre que la musique ne va plus être vendue comme de la musique, mais comme de l'image. Et en fait, on va juste vendre des corps huilés, on va vendre du maquillage, on va vendre quelque chose, mais quelque chose qui peut se voir et se toucher. Et finalement, la musique va passer complètement au second plan. Et De Palma dit que c'est quelque chose qu'il a jamais compris et qu'il comprendra jamais. Un truc assez intéressant, c'est William Finlay qui le dit. Oui. Lui, il dit qu'ils ont pompé, et je suis complètement d'accord. Moi, j'ai revu Phantom of the Paradise là il y a quelques jours, et en fait, mais le costume du fantôme, mais c'est Dark Vador. C'est-à-dire que c'est incroyable. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais je te jure, il a la boîte ici, etc. Ah ouais. Et ça ressemble hyper à Dark Vador, mais vraiment. Merde. Quoi. Attends, et c'était... Ouais, non, c'était avant. C'était avant. Ah oui, c'était 2 ans avant. Et en fait, il le dit, mais je crois qu'ils m'ont pompé. Et quand ils ont vu Star Wars, ils ont appelé Lucas, ils ont fait non mais mec, tu te fous de notre gueule ou quoi? Ah là là, le petit Georges là. Avec la voix et tout. Ah oui, c'est vrai, avec la voix. Putain, mais là tu viens de m'ouvrir un truc là. Ouais. Oh, je ne regarderai plus Star Wars de la même façon. Non, en fait, Brian De Palma a influencé tout Star Wars quoi. Bah, en tout cas, ça montre vraiment qu'ils s'influençaient les uns les autres, qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils s'échangeaient les nanas, qu'ils prenaient de la drogue. Voilà. La particularité de ce film dans la filmographie de Brian De Palma, est-ce qu'il y a une innovation technique dans ce film ou un style qui se trouve un peu plus ou tu dirais ? Complètement. Déjà, c'est un film uniquement rien que sur la photographie qui est sublime, incroyable. Tous les plans sont composés, sont chorégraphiés. En plus, il y a des chorégraphies, c'est-à-dire qu'il y a des chanteurs, mais tout est chorégraphié, c'est-à-dire les couleurs, les mouvements de caméra. Il
y a des choses très différentes. Il peut y avoir par exemple des choses qui font penser à Kubrick, avec des tu vois, dans les années 70, tu sais, un petit peu à la Orange Mécanique, avec des plans au grand angle, très déformés, très en contre-plongée, quand on suit par exemple le fantôme, etc., ça va très vite. Il y a un split screen complètement hallucinant, qui est d'ailleurs une référence au premier plan séquence, le plan séquence mythique de l'histoire du cinéma, La Soif du Mal, où ça commence avec vraiment une horloge qu'on met dans le coffre de la voiture. Donc, et ensuite, hop, la voiture commence à faire son petit manège et va sur scène. Donc tout le suspense est de savoir quand est-ce que la voiture va exploser. Sauf que là, vraiment, on voit en split, on voit à la fois la voiture et à la fois les chanteurs sur scène. Donc c'est très intéressant. Il y a un autre plan aussi très 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 compliqué, qui est un hommage à la scène de la douche de Psychose, qui se passe carrément dans la douche, où on a un chanteur qui vient d'être engagé et qui est en train de se doucher, en train de chanter, et on a un travelling qui part du rideau et qui finit de l'autre côté de la douche, donc c'est-à-dire qu'ils ont dû construire un mur, il y a un truc qui se coupe en deux, etc. Donc tout un travail très très compliqué, juste pour un plan. Et c'est ça qu'il commence à faire, De Palma. Il commence à mettre en place des plans extrêmement compliqués, mais qui ont du sens, et il commence à faire craquer les équipes. Les équipes commencent on commence à dire que c'est un tyran, qui s'arrête jamais, qui se repose pas, qu'il en demande trop, qu'il demande des choses impossibles, parce qu'il demande des plans toujours plus compliqués, toujours plus chorégraphiés, et là il ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire la musique, la direction d'acteurs, les chorégraphies, on peut, je pense que parmi les spectateurs, vraiment, on peut considérer que c'est son meilleur film. D'accord, toi tu considères que... Il y a des gens qui considèrent que c'est son meilleur film et qu'il a jamais fait mieux. En tout cas, c'est un film extrêmement particulier, extrêmement formellement foisonnant, intéressant, et c'est un film culte. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, on reparle des chansons, des rôles. Tous les vieux acteurs se font harceler en permanence pour ce film, précisément, et ils en parlent encore aujourd'hui. Et oui, et puis c'est un film qui est révolutionnaire. Je veux dire, il y a des histoires dingues. Le groupe dedans, Juicy Fruits, là, qui se maquille en fait comme les Who n'existaient pas. Et apparemment, les Who se sont inspirés en fait du groupe de Brian De Palma. Il y a eu un procès à l'époque, etc. Enfin, c'est complètement... Les Who, ils existaient déjà. Fin des années 60, ils étaient là. Hein. Non, je crois pas. Hein. Ah, si, je crois. Hein. Ça date de la fin des années 60. Bah si, puisqu'ils étaient à Woodstock. Non, réponse est... Mais ils n'étaient pas maquillés comme ça, en tout cas. Ah, maquillés, oui. Je sais pas. En tout cas, il y a une histoire vraiment de procès et de... Ah bon? Ouais, vraiment. Ah d'accord, ok. Non, mais alors peut-être. J'ai lu, je l'ai vu là il y a quelques jours. C'est pas le groupe Kiss, plutôt? Ah, Kiss. Oui, pardon. voilà, c'est pas The Who. Excuse-moi, Kiss. Qu'est-ce que je raconte? Excuse-moi, je suis pas spécialiste. Kiss, pardon. Bon, je fais une connerie, j'écoute. Tu peux avoir un petit lapsus. Hein. Oui, c'est vrai. Donc pas du tout vous. Qu'est-ce que je raconte? Non, Kiss. Effectivement, le groupe Kiss blanc avec le maquillage noir, etc. Enfin, tu vois, parfait. Donc oui. C'est effectivement pas du tout les Who. D'ailleurs, il reprendra aussi ça dans Body Double, je crois, un petit peu. Hein. Ce genre de maquillage et tout, avec les acteurs qui jouent dans le film de vampires et tout ça. Voilà. On dirait vraiment des personnages sortis du groupe Kiss. Et c'est un film qui est un mix formidable, je trouve, entre ses influences théâtrales et ses influences cinématographiques. Et il y a beaucoup de choses très théâtrales, des transitions théâtrales, mais filmées. Par exemple, à un moment donné, on doit enfermer William Findlay, donc le fantôme, dans la cabine pour pas qu'il sorte. Hop, on mure. On met des briques avec du ciment, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses comme ça, complètement oniriques, très théâtrales, et c'est constamment sur tout le film, quoi. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a une idée par minute, quoi. Enfin, est-ce qu'on peut dire donc que c'est le film de la transition pour Brian De Palma à vraiment donner encore un peu plus de forme à son cinéma? Oui. Tu vois, à travailler un petit peu plus la forme dans son cinéma et de faire un petit peu moins ce qu'il faisait avant. Inspiré de la nouvelle vague, avec les plans épaules qui suivent les personnages. Complètement, il trouve son style. Voilà, il est en train de trouver son style. Et ça nous amène au film suivant. Il l'a trouvé là même. Enfin, il l'a clairement trouvé un style incroyable. Mais il le travaille de plus en plus. Et ça nous amène donc à son film suivant, qui est pour nous presque un chef-d'œuvre, hein, et qui est Obsession. Obsession. Alors là, encore une fois, il retrouve Bernard Herrmann
comme compositeur pour la musique de ce film, et c'est d'autant plus justifié puisque Obsession, c'est finalement une sorte de relecture de Vertigo. C'est un film écrit par Paul Schrader, le fameux scénariste de Scorsese pour Taxi Driver et Raging Bull. L'histoire est de De Palma et de Schrader, et le scénario est de Paul Schrader. Et donc, eh bien là, donc c'est l'histoire d'un homme assez puissant, richissime, qui en fait se retrouve à devoir payer la rançon pour récupérer sa femme et sa fille. Voilà, des malfrats kidnappent sa femme et sa fille, lui demandent une rançon. Ça ne se passe pas comme prévu et sa femme et sa fille meurent dans un accident de voiture en fait. Et 15 ans plus tard, en voyage d'affaires à Florence, il tombe nez à nez avec une femme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son ex-femme, qu'il a perdue 15 ans plus tôt. Et comme dans Vertigo. Comme dans Vertigo, voilà, c'est exactement le même principe, c'est la même structure scénaristique, mais encore une fois, il y apporte sa patte, sa vision, son point de vue sur cette œuvre de Hitchcock, et il se réapproprie ces thèmes-là pour en faire un film singulier. Ah bah oui, complètement singulier. Et est-ce que ce n'est pas dans ce film aussi qu'il développe pour la première fois ces fameux plans qu'on appelle, ces fameux plans double bonnet, où il utilise la double bonnette, c'est-à-dire un objectif spécialement créé pour avoir deux mises au point, filmer 2 personnages à 2 endroits différents, mais avoir exactement, c'est-à-dire que sur une image, si on fait par exemple le point sur la télévision et que nous on est dans le flou, on va être tous les deux dans le flou, et la télé va être nette. Et si tu mets comme une lunette, comme un petit bout de carreau sur l'objectif pour changer en fait de lentille, mais à moitié ou aux 3/4 ou ce que tu veux. Et donc du coup, moi je vais me retrouver net, toi tu vas te retrouver flou. Et puis ça va être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que tu as la moitié de l'écran qui va être net et puis la fin de l'écran qui sera flou. Enfin, tu vois, il y a un petit truc comme ça qui va s'opérer. Et finalement, quelque part, c'est une autre façon de diviser l'image en 2 et de faire un split screen, mais sans vraiment le faire. Ouais, c'est d'avoir 2 points de vue. Le champ contre champ dans un seul et même plan. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait à un moment donné, il y a des plans entre Cliff Robertson et John Lithgow, ils sont dans le même cadre, mais les 2 sont au point, alors qu'ils ne sont pas à la même distance de l'objectif. Et donc oui, c'est la première fois qu'il travaille avec l'acteur John Lithgow, le méchant de Cliffhanger, et qui retrouvera après pour Bigfoot et les Anderson. Et Bigfoot et les Anderson, c'est vrai. Il joue aussi le méchant dans la série Dexter. Et qu'il retrouvera un peu plus tard dans l'Esprit de Caïn, évidemment, et dans Blowout. Et donc Obsession, c'est un film que j'adore, qui est avec une mise en scène hyper étudiée, pensée, évidemment qui fait écho avec Sueur froide. Alors il y a une scène qui ressemble à Sueur froide, qui est celle du musée, mais là qui est transposée dans une église, et donc ça donne un côté un peu fantomatique, mystique. C'est une résurrection, hein. C'est ça, c'est une résurrection dans une église, et il voit sa femme revenir à la vie, mais voilà, encore une fois ça fait sens, quoi. C'est pas juste pour faire un clin d'œil à Alfred Hitchcock, c'est vraiment se réapproprier les thèmes de son maître pour les explorer, pour les étirer, et pour comme on a dit apporter un autre point de vue sur un thème déjà existant, on va dire. Alors il a tourné ce film avec des producteurs italiens, et je crois que ça s'est assez mal passé parce qu'il était habitué quand même un peu aux standards américains. Et c'est là où il a un peu fait craquer les équipes. Je crois qu'à un moment donné, sur les escaliers à Florence énormes, il a voulu installer une rampe, comme ça, une énorme rampe pour faire un travelling, et les gens lui ont fait non possible, non possible. Et tu vois, il voulait absolument pas, donc il les a fait chier pendant je sais pas combien de temps. Ils ont construit la rampe, évidemment c'était possible, évidemment les plans sont magnifiques, et puis après il a voulu construire la rampe de l'autre côté pour faire le contre-champ, là ils ont fait non. Et donc tout le monde s'est foutu en grève, donc il n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait. Il raconte ça en se marrant, hein. Il dit qu'il a trouvé une autre solution, mais en tout cas voilà, encore une fois l'exigence des plans extrêmement compliqués à mettre en place, avec les producteurs qui arrivent sur le tournage et qui disent mais mec,
Ça fait une journée que tu passes, là, tu as tourné 2 plans, quoi. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, bah, il aura exactement le même rapport avec les producteurs de Carrie, Ouais. où pour la scène qui se passe dans le bal, il élaborait un plan complexe avec un travelling avec la grue, voilà, sur le seau. voilà, exactement, un travelling vertical en plongée, enfin très très compliqué. Et le producteur arrive en fin de journée, justement, il lui dit mais t'as pas tourné un plan et on est en fin de journée. Et il lui explique, mais tu vois pas ce qu'on est en train de faire, on est en train justement d'élaborer un plan hyper complexe, bah fais-le toi. Ouais. Fais-le si t'es pas content. Et donc là, quand tu dis à un producteur, vas-y fais-le, prends la caméra et fais le film, généralement il te laisse tranquille et il te dit, bon ok d'accord, excuse-moi, vas-y continue. Non, et Obsession, voilà, oui, c'est un film qu'on adore. Et c'est un chef-d'œuvre pour moi. Je ne cache pas. Hein. Alors oui, alors je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, parce que pour moi il manque un petit quelque chose dans ce film. Ah. C'est la prestation de l'acteur principal, Cliff Robertson. Qui est donc l'acteur qui joue dans Spider-Man, l'oncle Ben de Spider-Man. Et j'aime bien l'acteur, mais je trouve qu'il est un petit peu, comment te dire, il est un petit peu toujours sur la même note pendant tout le film. Il n'y a pas, il est toujours, comment te dire, désabusé, tu vois, presque nonchalant. Il traverse le film comme ça, presque comme un fantôme en fait. Et il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de dans son jeu d'acteur, quoi. Il n'y a pas beaucoup de variations dans son jeu d'acteur, j'ai trouvé. Voilà, c'est le seul petit couac que je dirais sur ce film, mais sinon la mise en scène est tellement agréable. Voilà, c'est la photo est magnifique, la musique évidemment. Florence est magnifique. Je sais pas si tu te rappelles du premier plan, tu sais, le tout premier plan, c'est le serveur à la soirée qui arrive avec le plateau, et puis c'est cadré juste sur sa taille, et puis quand il lève le plateau, tu vois le flingue. Dans la ceinture. Oui, exact. Ça c'est du génie, quoi. C'est du génie, ouais. C'est du Hitchcock à fond les ballons, quoi. Ouais. Et non, et puis il y a aussi ce travelling circulaire qui tourne autour des personnages à la fin, qui va devenir complètement sa marque de fabrique. Sa marque de fabrique aussi. Ouais. Une de ses marques de fabrique, effectivement. Ouais. Ce travelling circulaire autour de 2 personnages principaux, voilà, qui s'aiment, qui s'embrassent, qui se détestent. Parfois, il y en a qui meurent, il y en a qui sont vivants. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours ce travelling circulaire incroyable qui parfois... parce que c'est ça aussi, Brian. Hein. Brian, il a un peu... comme je disais, quoi, il y va, quoi, il met la main, quoi. Tu vois, il laisse des traces. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et parfois, il y va un petit peu trop fort. Oui. Et je me rappelle que même lui, sur le commentaire audio de Body Double, et encore une fois ce fameux travelling circulaire, lui-même trouvait qu'il en avait fait un petit peu trop. Qu'il avait fait trop de tours. Ouais, voilà. Il avait fait peut-être 1 ou 2 tours de plus trop. C'était trop exact, parce que là aussi ça tourne pendant très longtemps, mais en même temps c'est un maelstrom d'émotions. L'autre, ah oui, parce que est-ce qu'on spoil ou pas? Ah oui, on va spoiler. Le dénouement, quoi. Enfin, la révélation qui diffère de Sueur froide, justement, parce que là ce n'est pas sa femme, enfin voilà, qu'il pense retrouver, mais c'est sa fille. Oui. C'est sa fille, donc c'est encore plus pervers. Ouais, c'est Paul Schrader, hein, donc c'est un peu pervers. Oui, voilà, c'est un peu pervers. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait refaire un film comme ça aujourd'hui, quoi? Je veux dire, parce que c'est quand même, il y a quand même une relation incestueuse, enfin qui est quand même amenée dans le film, qui pourrait être complètement dérangeante aujourd'hui. Puis beaucoup de ces films seraient dérangeants, les nanas à poil, le voyeurisme, enfin il est pas très MeToo, hein, Brian. Ouais, en tout cas dans son cinéma, non. Enfin, dans sa forme, après. Sa forme, ouais. Après, oui. C'est quelqu'un justement de très féministe, je pense. Oui, je pense. Mais d'ailleurs, je l'ai entendu dans des interviews, et au contraire, il défend énormément cette cause, quoi. Enfin, il est à fond là-dedans. Mais donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout antinomique, c'est pas du tout contradictoire pas du tout. De magnifier le corps. Pas dans le sujet. De magnifier le corps d'une femme. Non mais attends, on a quand même le droit de magnifier le corps des femmes. Mais De Palma le dit. De Palma il dit, écoute, si tu es artiste, c'est que tu t'intéresses à l'art, c'est que tu t'intéresses à la beauté. Et si tu t'intéresses à la beauté, tu t'intéresses forcément au corps des femmes. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Eh bien, sur ces belles paroles, nous allons transitionner vers le film suivant, qui est un autre chef-d'œuvre. Oui. Qui s'appelle Carrie, sorti en 1976. Oui. Carrie, donc, est évidemment l'adaptation du roman éponyme de le Master of Horror Stephen King.
Et à l'époque, d'ailleurs, Stephen King n'était pas encore la star mondiale qu'il est aujourd'hui, parce qu'il démarrait, il sortait de son premier succès qui était Carrie. Et donc, comment ça se fait que Brian De Palma se retrouve à faire ce film? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est lui qui a acheté les droits du livre? Est-ce que tu sais tout ça? Non, je sais pas comment il se retrouve sur le projet, mais je pense que de toute façon c'est un réalisateur qui depuis le départ a une touche horrifique dans ce qu'il a fait, une touche, toi-même on n'en a pas parlé sur le fantôme de l'opéra, mais voilà, il y a du sang, il y a des plans qui font très Dario Argento avec des mains gantées, ça commence, hein, les ciseaux, le sang qui coule, le cuir avec, tu sais, ce sang qui est de la peinture rouge Technicolor, tu vois, on dirait vraiment des films de Dario Argento de la première période, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais d'ailleurs c'est un mouvement, ça. Je sais, j'ai oublié le terme, mais ce mouvement cinématographique italien, on va dire, il y a un terme italien pour le définir, qui est justement ce mélange d'horreur, d'épouvante, de sang et d'érotisme. Et je crois qu'à l'époque, il y avait une compétition, hein, un petit peu entre Dario et Brian De Palma sur qui était le maître un peu de l'horreur, avec des films comme L'Oiseau, Plumage de cristal. Enfin, je sais pas si tu as vu tout ça, mais il y a beaucoup de points communs, graphiquement en tout cas. Et voilà, deux esthètes. Et alors donc Carrie, bon, on va pas raconter l'histoire, je pense que tout le monde la connaît par cœur. Hein. Alors, déjà Carrie, on peut dire que c'est la meilleure adaptation d'un film de Stephen King, avec pour moi Shining et Misery, tu vois. Pour moi, il y a, tu vois, le triangle de la mort, tu vois. Tu peux pas tester, les trois films sont incroyables. Il y a Les Évadés aussi quand même. Ouais, t'as raison, mais parce que Les Évadés, pour moi, c'est pas un film de Stephen King parce que ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est comme Stand By Me. Un film d'horreur, voilà, exactement, parce que Stand By Me c'est un chef-d'œuvre, Les Évadés aussi c'est incroyable. Mais on n'est pas dans l'épouvante. Mais voilà, mais en tout cas, je veux dire dans le registre horrifique. Dans le registre horrifique, ouais. Voilà, je suis d'accord. Shining, Carrie, Misery, c'est quand même du bonheur. Hein. Oui, c'est clair. Oui. Et donc là, alors il y a petite anecdote aussi, parce que donc on est en 76, il fait partie de toute cette bande de potes dont on a déjà parlé, donc Scorsese, Spielberg, Coppola, etc. Et il fait tourner dans Carrie la femme de l'époque de Steven Spielberg, qui est Amy Irving, et qui va jouer donc la copine de Carrie, qui va justement culpabiliser de l'avoir un peu maltraitée avec toutes ses copines dans les vestiaires, tu vois, après lui avoir lancé tous les tampons parce qu'elle avait ses règles et tout ça. Et c'est aussi sa première collaboration, normalement, si je me trompe pas, avec sa future femme, Nancy Allen. Il me semble que oui, tu as raison. Voilà. Je crois. Donc on est dans l'instant Voici Gala, mais il était avec Margot Kidder, et il va la quitter pour Nancy Allen, avec qui il va tourner 2 autres films, je crois, Pulsion et Blowout. Il s'ennuie pas, Brian. Il s'ennuie pas, et puis il choisit bien ses compagnes, hein, je trouve, hein, parce que c'est plutôt mignonne, Nancy Allen. Hein. Voilà. Et donc, c'est un film qui a eu un énorme succès. C'est le plus gros succès de Brian De Palma à cette époque-là. Hein, voilà, c'est le film qui va vraiment le propulser, on va dire. Et donc, c'est un film d'une ingéniosité, d'une inventivité dans la mise en scène incroyable. Il y a les split screen, il y a les plans séquences, il y a des compositions de cadres très complexes. On en a parlé avec le travelling qui suit la ficelle qui doit tirer le seau, et le seau de sang qui doit tomber sur Carrie au bon moment et tout ça. Enfin, tout ça est hyper minutieux. Et là, tu sens vraiment la précision de l'artiste, quoi. Et là, je trouve que c'est un moment où il va changer quelque chose de fondamental dans sa mise en scène. Et tu as dû le remarquer, c'est-à-dire que dans ses œuvres de jeunesse, il accélère le temps très souvent. Il fait des plans en accéléré. Voilà, ça fait film muet, un peu comme je te disais. Et là, il commence à dilater le temps. Absolument. C'est-à-dire, il commence à utiliser le ralenti, il commence à mélanger le ralenti et l'image réelle, c'est-à-dire que, je sais pas, le seau va tomber au ralenti, les réactions, par exemple, des gens vont être au ralenti, mais le reaction shot va être à vitesse réelle, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est vraiment aussi une caractéristique de De Palma très forte, c'est cette capacité qu'il a à suspendre le temps et à faire qu'un
un événement qui normalement doit durer 10 secondes dure 1 minute ou 2 minutes parce que voilà, il ralentit, il revient sur le champ, sur le contre-champ, il fait monter la pression, le suspense, le visage de Carrie, le saut, est-ce que le saut va tomber ou pas, les gens applaudissent, etc. Et ça devient vraiment une marque de fabrique. C'est-à-dire que voilà, il arrive à compresser le temps, à l'étirer à sa guise. Ouais, ça c'est d'ailleurs même un gimmick de mise en scène que Tarantino va beaucoup se réapproprier dans ses films, ça de retarder le climax de ces scènes, tu vois. Mais déjà, tu vois, dans ta description, tu as dit quelque chose qui m'a fait tiquer, tu as dit les tampons et ses règles, etc. Et c'est un film aussi extrêmement charnel, quoi, limite érotique. Parfois, je sais pas si tu te rappelles, l'ambiance très moite, au début la douche, elle se caresse au ralenti, tu vois les seins, tu entends la moiteur, tu vois le sang, des choses qu'on voit pas normalement, hein. Le sang c'est assez rare de voir, et surtout le sang des menstrues, tu vois, c'est quand même un truc très particulier au cinéma, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, parce que le désir que doit ressentir le spectateur est justement le désir qu'essaye d'étouffer la mère de Carrie. Et cette mère complètement castratrice, phénoménale. Comment s'appelle cette comédienne ? Je sais pas, mais c'est vrai qu'elle est énormissime, quoi. Incroyable. Terrifiante. Je crois il n'y a pas eu de mère castratrice plus terrible. D'ailleurs, figure de psychose, encore une fois. Cette mère complètement qui empêche toute possibilité de sexualité à son enfant. À son enfant, ouais, absolument. Et voilà, et c'est un film très charnel, très sensuel. Mais De Palma, il y a un côté comme ça, un côté un peu snuff, porno, tu vois, érotique, quoi, un peu film de mauvaise qualité sur la 6, il y a un peu de mauvais goût, quoi. C'est une sorte de Hitchcock un peu vulgaire. Avec une lumière très diffuse sur les images, oui, comme un bon vieux téléfilm sur M6. Ouais. Voilà, mais et bien mis en scène. Et ce qui marche formidablement bien dans le film, à mon sens, c'est en fait qu'elle s'en prend plein la gueule pendant tout le film, ça monte avec ses pouvoirs. Nous aussi on se dit mais elle a des pouvoirs, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, jusqu'où elle va accepter, va supporter. Et puis voilà, le climax, donc finalement le split screen, qui est son meilleur split screen, pour moi à Brian quasiment, avec le fameux mouvement dont tu parlais tout à l'heure, puis le bain de sang final complètement incroyable, qui est culte encore aujourd'hui et dont on réutilise l'imagerie tout le temps. C'est indélébile. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment le style au service du fond, quoi. Au service, une mise en scène très stylisée, mais toujours au service du fond pour nous immerger encore plus dans l'ambiance et l'angoisse de toutes ces scènes-là, quoi. Et alors, il y a un truc assez marrant aussi, c'est la toute fin du film, spoiler, et là je suis obligé d'en parler. Ouais. D'ailleurs, une fin qui fait ultra flipper. C'est Amy Irving qui va sur la tombe de Carrie, puis t'as la main qui sort du sol et qui attrape du coup le mollet, je crois, de Amy Irving, et finalement c'est une sorte de passage de relais d'une certaine façon, puisque Amy Irving, on va la retrouver dans le film d'après qui est Fury, tu vois, et où elle a des pouvoirs, comme s'il y avait une transmission un peu de pouvoir, tu vois, quelque chose comme ça. Mais au final c'est un cauchemar. C'est la fin du film. Fin du film. Cette scène est un cauchemar. Ouais. Et ça aussi, cette approche de cauchemar va être réutilisée dans Pulsion, par exemple, ou dans Passion, voilà. Plein de films où tu crois que le film est fini, où tu crois que c'est un happy end, et puis blam, en fait pas du tout. On te dit non, je t'ai encore manipulé, c'était encore. De Palma, c'est un peu ça, son truc, c'est je te montre quelque chose, mais en fait ce que je te montre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 24 fois le mensonge par seconde, mais en fait c'est faux. En fait, tout ce que tu vas voir va être faux, les personnages, ça va pas être eux, leur motivation, tu vas pas les connaître, un tel, mais en fait il va porter une perruque, et c'est toujours ça, les faux semblants, le puzzle, la photo qu'on retourne, le fait qu'en montant les images dans un sens, tu vas les comprendre d'une autre façon. Il s'amuse en permanence avec le langage cinématographique et il te manipule avec. Sauf qu'il te manipule avec maestria, tu te fais manipuler et tu ne vois rien, et c'est bien ça qui est génial, quoi. Et donc Amy Irving, qu'on va retrouver dans son film suivant, tu viens de le dire, qui s'appelle Fury, avec un certain acteur qui nous a quittés très récemment,
qui s'appelle Kirk Douglas. Kirk Douglas, voilà, qui joue quand même dans un film de Brian De Palma, si ça c'est pas la classe. Avec D'ailleurs, il a été nommé à l'Oscar. Il avait été nommé à l'Oscar pour ce film ? Ouais. D'accord. Ouais. Et bien voilà, donc petit hommage à Kirk qui nous a quittés à l'âge de 103 ans. Ouais. Et donc Kirk Douglas, on retrouve également John Cassavetes, qui explose vraiment dans ce film, je trouve. Ah ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'a jamais vu une explosion pareille quand même. Il y a toujours William Findlay, Amy Irving, et puis Fiona Lewis et Andrew Stevens qui fait le jeune. Andrew Stevens. On le connaît pas bien. C'est celui qui fait le fils de Kirk Douglas. D'accord. Kirk Douglas recherche son fils. Oui, d'accord. Ouais. Et alors moi, il y a une scène qui me fait mourir de rire dans ce film, et c'est vraiment un gimmick de palmesque. C'est l'accéléré. Donc qui était plus présent dans ses premiers films, et là, là on a vraiment l'impression de voir un extrait d'un film de Buster Keaton. C'est quand t'as les Saoudiens qui sont dans le manège qui part complètement en accéléré, et bon voilà, tout est dit quoi. Des Saoudiens dans un manège qui se détraquent et qui foncent à toute vitesse. Voilà, ça me fera toujours bien rigoler. Ouais, c'est vrai que c'est assez. En fait, t'as le personnage qui utilise son pouvoir et qui détraque en fait, détraque le manège. Et puis ils partent en avance rapide. Voilà, ça me fera toujours bien rigoler. Alors, de quoi parle un petit peu Fury ? Voilà, on sait que c'est un personnage qui a des pouvoirs de télékinésie, on va dire. Alors déjà, c'est un film un peu opportuniste pour De Palma. En fait, est-ce que c'est un film de studio ? C'est un film de studio de, je ne sais pas. La Fox peut-être. C'est la Fox, exactement, bravo. Voilà. Et aussi, on a oublié de dire, il passe de Bernard Herrmann à un autre compositeur de génie, qui est John Williams. Ouais, c'est le compositeur de Star Wars, évidemment. Compositeur de Star Wars. Et donc John Williams, c'est drôle, qui vient juste de démarrer avec cette équipe, quoi. Enfin, avec Spielberg, tu vois, il vient juste de faire Les Dents de la Mer avec lui, Sugarland Express. Apparemment, ils s'échangent les femmes, les musiciens, c'est un peu, ça partouze un peu dans la bande. Ça partouze un peu, et d'ailleurs, encore petite parenthèse, gala voici, après être sorti avec Nancy Allen, Brian De Palma va quand même aussi se taper la femme de James Cameron. Voilà. La productrice de James Cameron, Galen Hurd, qui a produit Terminator et Abyss. Voilà. Enfin, ça sera plutôt à la fin des années 80. On aura tout le temps d'y revenir. Mais donc Fury, alors de quoi ça parle Fury ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors voilà, c'est un film un peu opportuniste, puisque à l'époque, il essaye de monter un... Alors ça, c'est quand j'ai appris ça, j'ai halluciné. En fait, De Palma voulait adapter un roman qui s'appelait L'Homme démoli. Un roman de science-fiction qui se passe au 24e siècle, et qui en fait raconte basiquement l'histoire de Minority Report, c'est-à-dire des flics qui peuvent arrêter les gens avant qu'ils aient commis leur crime, mais parce qu'ils ont des pouvoirs télékinésiques. Voilà. Et en gros, il n'a pas pu monter ce film. Ça demandait trop de budget ? Ouais, probablement. Enfin, moi, j'aurais trop voulu voir de la SF faire De Palma. On en verra plus tard. Mais... Ouais. Mais oui, c'est vrai. Et donc du coup, je crois que ça lui tombe un peu comme ça enfin, il tombe dessus et puis il se dit il y a de la télékinésie. J'avais envie de traiter aussi formellement de la télékinésie, donc c'est un projet qui peut m'intéresser, et il le fait. Et alors de quoi parle Fury ? Quel est, on va dire, le pitch de ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu ? Alors le pitch, c'est Douglas, qui je crois est un ancien de la CIA ou un truc comme ça, je sais plus, un espion. Et en gros, on kidnappe son fils, voilà, parce qu'il a des pouvoirs particuliers. Voilà, et lui, on le laisse pour mort, Kirk Douglas. Et en fait, on essaye aussi donc une sorte de course-poursuite, on essaye de le tuer, et lui, il essaye de retrouver son fils qui a des pouvoirs. Voilà, et parallèlement à ça, on suit l'histoire d'une jeune fille qui, elle aussi, a des pouvoirs, et qui est amenée dans un institut pour qu'on essaie de voir si c'est vrai ou pas. Et elle semble être reliée mentalement au fils de Kirk Douglas. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, et voilà, ça c'est un peu le pitch de départ. C'est le pitch de départ. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce film en termes de mise en scène pour De Palma? Est-ce qu'il y a des innovations? Est-ce que... Voilà. Alors complètement. Alors déjà, c'est un film
extrêmement bien mise en scène comme d'habitude, mais je veux dire voilà, les cadres sont magnifiques, le montage, c'est encore Paul Hirsch, tout est minutieusement minutieux. étudié. On parlait tout à l'heure des double lens, là elles sont, alors il y en a partout pendant tout le film, et là elles sont tellement bien faites qu'on voit même pas les flous, enfin c'est vraiment extrêmement bien fait. Oui, parce que généralement c'est ça, c'est que Ouais. quand on fait des plans en double bonnette, on voit le flou au milieu de l'image qui sépare les deux mises au point en fait. Mais là, c'est tellement bien fait que c'est invisible. Complètement, et là il utilise beaucoup cette technique et il fait des plans magnifiques sur des choses un petit peu, tu vois, par exemple juste sur une main qui tape sur le canapé, des petites choses comme ça, mais je spoil pas, mais ça une enfin voilà, c'est pas gratuit, encore une fois, s'il le fait, s'il te montre quelque chose, c'est parce que ça a un sens. Et voilà. Et alors, effectivement, il y a un truc qui est, on va dire, révolutionnaire, enfin en tout cas un truc où on peut reconnaître le style de De Palma. Alors c'est le directeur de la photo qui explique ça, qui s'appelle Richard Clive, et il explique qu'il y avait beaucoup de scènes en voiture dans le film. D'ailleurs, toute la poursuite dans le brouillard, je sais pas si tu te rappelles, il y a une scène de poursuite en voiture qui est dans le brouillard, mais en fait c'est que en studio. Ouais. Il n'y a rien qui a été filmé dehors, ils ont recréé le brouillard. Et donc il dit qu'il a montré pour la première fois à De Palma la technique de la transparence. Donc tu sais, c'est la technique hitchcockienne où en fait on projette sur un écran, donc on le fait vraiment derrière les comédiens. Derrière les comédiens, le paysage de la voiture qui défile. On installe la voiture devant. Et puis voilà, et ça Oui, donne à l'ancienne. Ouais. voilà, à l'ancienne, et ça donne des plans typiquement justement Hitchcockiens avec James Stewart avec son chapeau derrière sa bagnole dans Vertigo, etc. Et il l'avait jamais fait. Donc le chef-op lui montre cette technique, il l'utilise dans le film, mais est-ce qu'il va s'arrêter là, le Brian ? Pas du tout. Ça lui plaît tellement qu'en fait, il invente un plan qui est complètement hallucinant, dont les gens vont se rappeler, je pense forcément. On voit justement Andrew Steven, donc le fils de Kirk Douglas, déambuler au ralenti. Donc c'est un plan séquence comme ça qu'on filme avec un panoramique. Et ensuite, il le projette sur le plateau. Il fait intervenir sa comédienne, donc Amy Irving, qui met, je pense, sur un plateau tournant. Et donc elle induit, elle, un mouvement inverse, donc ce qui crée des parallaxes très intéressantes. Et du coup, on a l'impression, parce qu'elle est censée avoir des visions, on a vraiment l'impression qu'elle vit ce moment et qu'elle est là comme un fantôme. Et c'est une technique qu'il va réutiliser beaucoup de fois, notamment pour rendre ces travelling circulaires intéressants. Comme c'est ce que on en parlait tout à l'heure, la scène dans Blowout à la fin, avec les feux d'artifice, avec Travolta qui a la femme dans ses bras, etc., etc. Et donc ça donne un plan complètement original, complètement jamais vu, quoi. Il invente encore des techniques de grammaire cinématographique et c'est tout en s'inspirant de ses maîtres, mais pour les pousser encore plus loin, pour exactement pousser les potards. Et donc il affine encore son style de plus en plus. Donc c'est un film, on va dire, qui commence très bien et qui est un peu grand guignolesque, comme je vais être franc à la fin. Je pense que ça perd un peu de force et tu vois, ça fait un peu Cronenberg encore une fois. Oui, ça fait Scanner, quoi. On pense à donc Scanner, ça me dérange pas, mais c'est juste qu'à la fin, tu vois, ils sont censés s'envoler et puis tu vois très bien qu'en fait ils sont accrochés par des fils, tu vois, ça marche pas forcément hyper bien. Mais l'explosion de John Cassavetes, c'est quand même impressionnant. Mais je chipote. Mais mais je suis d'accord, mais ça fait pas partie de. C'est clair que ça fait pas partie de mes Brian De Palma préférés. Et puis il y a une autre scène qui est très très intéressante aussi, comme je te disais tout à l'heure, où il dilue complètement le temps. C'est la scène où elle s'échappe à Amy Irving de l'institut, où elle est poursuivie donc par la nana de Kirk Douglas, et tout est au ralenti. Vraiment tout est chorégraphié comme ça. C'est la scène c'est cette scène-là. C'est cette scène qu'on voit sur l'affiche du Blu-ray. Exactement. Il a des ralentis tellement beaux avec uniquement la musique de John Williams quasiment, et voilà, et un moment qui est censé durer, je sais pas moi, 30 secondes, là va durer 2 minutes, parce que à chaque fois il s'attarde sur le mec qui est en train de courir au ralenti, la nana qui passe à travers le pare-brise, et puis de temps en temps il te fait tac
tac tac des accélérés pour te montrer qu'elle est morte. Enfin voilà, il s'amuse vraiment à diluer l'accéléré, le ralenti. Enfin c'est admirable. Donc c'est un film qui formellement est complètement incroyable, et d'ailleurs je pense que il mérite d'être revu, hein, parce que quand tu le vois comme ça, tu te rends pas forcément compte à quel point c'est aussi bien filmé. Et donc on en arrive au dernier film des années 70, de ce cycle des années 60-70, qui est un film que je n'ai pas vu. Donc je crois que tu vas en parler tout seul, qui s'appelle Home Movies. La seule chose que je sais sur ce film, c'est que c'est un film qui... Enfin, c'est un film qu'il a réalisé avec des étudiants en école de ciné. Alors, en fait, c'est comme un exercice, c'est un film à sketch, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ça, c'est un peu le trick de Paul Verhoeven, c'est qu'il a réalisé il y a quelques années avec ses élèves. Dans les années 80, il donnait des cours. De Palma, il n'en donne plus maintenant, il préfère aider ses amis, il dit, qui font des premiers films. En tout cas, il donnait des cours. Et avec ses élèves, ils ont coécrit, enfin tu vois, ils ont travaillé, et ça a donné ce film, donc qui a un très petit budget, où Kirk Douglas joue dedans. Je n'ai pas vu le film, hein, j'ai juste vu des extraits. Okay. C'est les deux seuls films que j'ai pas vus. Hein, donc il y avait Get You to Know Your Rabbit et celui-là, celui-ci. Et donc je sais juste que c'est un truc un peu méta. C'est-à-dire des jeunes dans une fac de théâtre, cinéma, tu vois, qui tombent sur un gourou. C'est-à-dire, tu vois, vraiment le gourou, le mec qu'on respecte, vraiment qu'on... Enfin, tu vois, le gourou, celui qui peut t'envoyer chier, c'est de la merde ce que tu fais. Enfin, tu vois, un peu le cliché et qu'on appelle The Master, il me semble. Le démiurge. Voilà, c'est The Master, et le Master, c'est Kirk Douglas. Et donc, en fait, c'est une complète mise en abîme, je pense, de Palma, puisque les étudiants de Palma devaient l'appeler The Master, et puis ils devaient... Enfin, tu vois, donc... c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme ça. Et c'est un film qui est difficile à regarder parce qu'il est très difficilement trouvable. Donc voilà, je vais pour la deuxième partie, je vais me rattraper, et puis peut-être que je t'en parlerai un petit peu plus précisément. Mais est-ce que c'est pas du tout un film à sketch, hein, c'est un... Non, c'est un film. C'est un film, d'accord. J'ai toujours cru que c'était un film à sketch. Mais c'est une comédie, donc. Plutôt dans la comédie, dans la farce. Ouais, enfin oui, c'est-à-dire que ça ressemble vraiment au niveau de l'énergie à ses premiers films. Ah, c'est vrai, voilà. Tu vois, c'est un peu cette tendance, un petit peu celle que t'aimes pas en fait. Ouais, dont je suis moins fan. C'est vrai, voilà. C'est un film expérimental où il en a rien à foutre du budget, et où il se dit on va essayer des trucs, voilà. Eh bien, écoute, Super Mireille, je crois qu'on est arrivé au bout de notre première partie sur Brian De Palma. C'est vrai. Ouais, donc voilà, première partie sur Brian. La deuxième partie... Alors la deuxième partie... Alors attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, moi j'ai juste marqué un petit truc. Vas-y. Donc là on a fait les années 60-70. Oui. Hein, voilà. Donc la prochaine étape c'est les années 80. Absolument. Et juste, petit teasing, ce n'est que mon avis, hein, mais regarde bien. Dans les années 80 on a Pulsion, chef-d'œuvre. Blowout, chef-d'œuvre absolu. Scarface, chef-d'œuvre absolu. Body Double, chef-d'œuvre. Wise Guys, navet. Désolé. Les Incorruptibles, chef-d'œuvre absolu. Et Outrage, chef-d'œuvre absolu. C'est-à-dire que dans les années 80, pour moi, c'est l'âge d'or. Il a fait que des chefs-d'œuvre, sauf Wise Guys. Il fallait qu'il se repose un peu, je pense. Ah ouais. Et c'est complètement je suis d'accord. Incroyable. Là, c'est déjà, je pense, assez intéressant et passionnant. Mais objectivement, ces films prennent, en tout cas les premiers des années 60, ils ont beaucoup plus de sens, voilà, quand on les revoit et qu'on connaît De Palma, bien sûr, et que voilà, et qu'on s'intéresse. Rétrospectivement parlant, voilà, si tu les découvres comme ça la première fois, tu vas faire voilà, tu peux t'en passer quand même. Un délire d'étudiant de cinéma. C'est un truc pour cinéphiles, c'est vraiment un truc de fan. C'est si t'aimes creuser, quoi. Eh ben écoute, ça c'est du teasing, et donc deuxième partie, comme tu as dit, on va couvrir les années 80 et on va un petit peu déborder sur les années 90 et on verra où est-ce qu'on s'arrête, mais en tout cas voilà. Et donc troisième partie, ça sera évidemment
la troisième partie. La troisième partie, avec qui ira jusqu'au bout, jusqu'à la déchéance, ouais, jusqu'à le déclin de Brian De Palma. Voilà, ou même moi qui même presque toi, tout aimé. Ah ouais, même toi qui es un fan absolu, tu es capable de reconnaître qu'il a fait quelques petites erreurs il a fait de parcours. Ouais. Bon bah écoute Merej, c'était cool, ça m'a fait tellement plaisir de faire cette vidéo, de parler de ce cinéaste légendaire avec toi. C'est toujours instructif parce que voilà, je savais que tu étais un grand connaisseur du monsieur. Et donc on se retrouvera très prochainement pour faire la deuxième partie sur toute la filmographie de Brian De Palma qui sortira bientôt sur la chaîne. Continuez à fréquenter les salles obscures et à très bientôt. Ciao. J'ai grandi dans un quartier malfamé et on disait toujours t'arrives à de meilleurs résultats avec un mot gentil et un revolver qu'avec le mot gentil tout seul.